Si tu veux passer de 500 000 € à plus de 10 millions d'euros, je t'encourage à regarder cette vidéo parce que je vais te donner toute ma méthode que j'utilise avec des marques comme Spring, Anatae, Les Mini-Mondes et bien d'autres encore. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sébastien Tortu, fondateur de Boost Conversion, une agence dédiée à l'optimisation de la conversion. On aide donc les marques à faire plus de profit et à réaliser leur vision pour servir au mieux leurs clients. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, je vais vous partager toute notre méthode pas à pas. Ça risque d'être un peu long, mais l'idée, c'est de vous livrer tous nos secrets pour que vous puissiez le refaire par vous-même ou nous appeler si vous avez besoin d'aide. Alors, on va commencer rapidement. La méthode Boost Conversion, elle est en 4 grandes étapes. Alors, on a une phase 0, comme vous le voyez à l'écran. Cette phase 0, elle est hyper importante pour nous parce que ça va être finalement la rencontre avec notre client. Si vous le faites pour vous-même, ça va être la rencontre avec vous-même. Ça va être toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser qui vont être super importantes en fait pour comprendre ce que vous voulez faire, quel client vous voulez servir et surtout, quelle est l'ambition que vous avez. Nous, notre métier finalement, comme j'aime bien le dire à mes clients, c'est de combler l'écart qu'il peut y avoir entre la vision et l'ambition et l'état actuel de ce qu'ils ont. Souvent, ils ont envie de beaucoup plus, mais ils sont limités par manque de compétences, manque de ressources, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours un écart. Et donc, nous, notre métier, c'est d'aller comprendre cet écart et de le combler. Du coup, on commence toujours par quoi? Par un kick-off. Le kick-off, c'est quoi? On va déjà pouvoir se rencontrer, savoir qui l'on est, pouvoir apprendre à se connaître, savoir expliquer comment la mission va se passer, mais surtout, on va pouvoir parler de la vision, on va pouvoir parler de leurs clients, se demander le problème que l'entreprise résout, et si aujourd'hui elle arrive à bien le résoudre, parce que souvent, on peut avoir la sensation de vouloir résoudre un problème et puis de pas réussir à bien le résoudre. Donc là, ce kick-off va servir à ça, il va servir à ce que l'entreprise soit le plus transparent possible avec nous, peu importe si elle réussit tout ce qu'elle veut faire, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'être 100% transparent pour qu'on puisse vraiment comprendre, qui sont leurs clients, quels sont les bénéfices qu'ils veulent leur faire vivre, quel est leur cycle de vente, quelle est la structure du marché, et surtout, encore une fois, quelle est leur ambition à moyen et à long terme. Pour nous, c'est hyper clé parce que finalement, l'objectif, c'est qu'à la fin de la mission, que ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est qu'en fait, on ait pu les rapprocher de cet objectif, on ait pu les rapprocher de leur ambition. Tout ça, en fait, on va pouvoir s'en servir pour créer la stratégie, pour pouvoir faire en sorte de se dire, OK, de temps en temps, on a des clients qui ont une vision à très long terme, d'autres qui ont des besoins à très court terme, on va adapter la stratégie parce qu'évidemment, on va pas pouvoir travailler de la même façon. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail, avant même d'aller sur le site web pour passer du temps à regarder tous les défauts du site, à regarder tous les points d'amélioration qu'on pourrait avoir, nous, ce que l'on aime, c'est passer par une phase d'analyse de la donnée. Alors, l'analyse de la donnée, c'est hyper important parce que ça va nous permettre de comprendre qui sont les clients, de comprendre quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs ambitions, et de savoir si on est capable aujourd'hui de répondre à toutes ces ambitions justement du client. La data, elle va être découpée en 2 grandes parties. Une partie qui va être plutôt quantitative, où là, on va aller sur tous les outils qui seront en place du site web. Donc, ça peut être GA4, ça peut être Hotjar, ça peut être hitmap.com, Clarity, peu importe. On va aller regarder toutes les données qu'on peut récupérer sur le site. On va aller s'intéresser au funnel, savoir quelles sont les différentes étapes du funnel, quels sont les stats sur différentes étapes du funnel. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai en description, on a fait des études sur les taux de conversion par étape, entre par exemple les vues produits, les ajouts au panier, les conversions finales, etc. On a fait une étude donc sur toutes ces étapes pour voir justement, vous pourrez voir, vous, si vous êtes dans les cordes, si vous êtes au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, et donc vous saurez où est-ce que vous avez besoin d'aller optimiser en priorité. Donc là, on va vraiment faire tout ce travail-là pour comprendre vraiment en détail tout ce qui se passe, tout ce que les données ont à nous dire pour justement faire en sorte que leurs clients puissent être comblés au fur et à mesure. À la suite de ça, évidemment, on va construire des tableaux de reporting. Ces tableaux de reporting, ils vont nous permettre de suivre la donnée tout au long de la mission. Évidemment, alors il va y avoir les data classiques, le chiffre d'affaires, les nombres de commandes, le panier moyen. Nous, la data que l'on regarde le plus, alors étonnamment, ça sera pas spécialement toujours le taux de conversion, mais la data qu'on regarde le plus, c'est le revenu moyen par utilisateur. Pourquoi c'est important de faire la différence entre les deux? Parce que de temps en temps, on va avoir des marques qui vont nous dire, voilà, moi mon ambition, c'est de faire en sorte que les clients achètent plus de quantité, ont un panier moyen plus élevé. À l'inverse, du coup, quand de temps en temps le panier moyen est plus élevé, le taux de conversion peut diminuer un petit peu. Mais
à la fin des fins, ce qui doit augmenter, c'est le revenu moyen par utilisateur. Le revenu moyen peut être de 1 euro, 2 euros, 3 euros, de temps en temps il est même encore plus. Et en fait, il se calcule tout simplement total du chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs venus, ça nous donne le revenu moyen. Et ça, on va essayer de le faire grandir au fur et à mesure, encore une fois, parce que ça va être la jonction entre le taux de conversion et le panier moyen. Donc ça, c'est super important. Donc si jamais vous bossez avec une agence et qu'elle vous parle jamais du revenu moyen par utilisateur, fuyez. C'est une mauvaise agence. Donc faites vraiment hyper attention à ça. Donc comme je le disais, on va regarder tout le funnel, on va regarder toutes les performances produit par produit. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de regarder vraiment tout ce qui se passe à chaque étape. Combien de produits sont consultés ? Lesquels ? Quel est le taux d'ajout au panier de ces différents produits ? Quel est le nombre de produits achetés ? Quel est le taux de conversion finale? Et donc, comme je le mettais, quel est le revenu généré par l'article? Et surtout, quel est le taux de conversion entre les ajouts au panier et la conversion finale? Ça va être hyper clé parce que on le voit d'ailleurs sur ces produits-là, il y en a certains, ils sont à 24%, d'autres qui sont à 34%. 10% d'écart à ce niveau-là, c'est énorme. Et donc, il va falloir comprendre, est-ce que c'est un problème sur la fiche produit? Est-ce que c'est un problème de proposition de valeur du produit? Est-ce que c'est un problème de prix? Donc, ça va nous donner en fait plein d'idées pour générer justement des tests, des interprétations et qu'on va pouvoir aller justement tester au fur et à mesure de la mission. Donc là, on va vraiment travailler sur les canaux d'acquisition, sur les pays, etc. Parce qu'évidemment, pour nous, les canaux d'acquisition, c'est pas le cœur de notre métier. On n'est pas là pour gérer les ads, etc. C'est pas le cœur de notre métier aujourd'hui. Mais on est obligé d'aller se renseigner. Si jamais on voit que les taux de conversion sur les social ads sont très mauvais, on va pouvoir soit réorienter en se disant on va créer des landing pages pour améliorer le taux de conversion, ou alors interroger l'agence de notre client pour voir comment on pourrait faire mieux pour amener peut-être du meilleur trafic. Donc tout ça, ça va être super important. Donc nous, on va utiliser des data studios ou des looker studios comme on les appelle aujourd'hui, sur lesquels on va justement aller emmagasiner l'ensemble de cette donnée pour pouvoir aussi avoir un tableau de suivi précis qui ne bouge pas tout le long de la mission, parce qu'on le voit aussi souvent, des prestataires qui font évoluer les objectifs, qui font évoluer les données. Là, au moins, nous, on a un tableau complètement transparent, le client, il peut le regarder quand il veut, nous, on le monitore au fur et à mesure, et on va venir justement chercher le maximum d'informations dans ces différents tableaux. Ensuite, je vous le disais au début, toute la donnée, il va y avoir une partie quantitative et qualitative. La partie qualitative, en fait, elle va être super importante. C'est la partie qui va nous permettre de rentrer vraiment dans le cerveau de vos clients. Comment on fait ? En fait, on va aller s'intéresser vraiment à qui ils sont. On va aller regarder les avis, évidemment, sur votre marque, s'intéresser à, les meilleurs avis, qu'est-ce qu'ils disent, les moins bons avis, qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce qu'on arrive à récupérer des insights de tout ça? On va regarder aussi les avis de vos concurrents. On va regarder les avis, par exemple, sur des produits similaires, sur Amazon, sur la Fnac, etc., pour voir les questions que les gens peuvent poser, les réactions qu'ils peuvent avoir. On va aussi aller s'intéresser, évidemment, aux réseaux sociaux. Selon vos produits, ça peut être LinkedIn, Twitter, Facebook. On va essayer de chercher pour voir comment les gens interagissent autour de vos produits ou autour de votre univers de produits. On va aller dans les forums. Ça, c'est génial, les forums. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, parlent entre eux. Les particuliers parlent entre particuliers ou les professionnels parlent entre professionnels. Mais en fait, ils se parlent entre eux. Et donc, on voit les questions qu'ils se posent, les réponses qu'ils apportent. Et là, nous, on fait nos petits espions et on vient chercher le wording, on vient chercher leurs questions pour pouvoir s'en resservir sur le site web. Évidemment, si vous avez des questionnaires clients, on s'en sert. Si vous avez des retours du SAV, on s'en sert vraiment pour faire en sorte d'affirmer une personnalité du client, de comprendre pourquoi il achète, de comprendre pourquoi il n'achète pas. Et d'ailleurs, si vous voulez poser une question à vos clients, ça fait des années qu'on travaille sur les enquêtes clients, et il y a vraiment une question qui peut être super importante et qui peut vous donner un maximum d'insight. Cette question, elle est toute simple. Déjà, elle est à poser à vos clients qui viennent d'acheter. Pourquoi ? Parce que j'ai trop souvent vu des marques qui posent des questions à ceux qui n'ont pas acheté. Sauf que ceux qui n'ont pas acheté, potentiellement ne seront jamais vos clients. Donc en fait, vous pouvez potentiellement optimiser votre site web pour des gens qui n'auraient jamais acheté. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Parce qu'on le sait, alors c'est une stat qui varie d'un site à l'autre, mais on le sait, sur 100 visiteurs, on a à peu près que 16 visiteurs qui auraient pu acheter, qui vont acheter ou qui auraient pu acheter. Donc ça veut dire qu'il y en a 84 qui n'achèteront jamais. Et en fait, si vous optimisez pour ces 84 personnes, autant vous dire que vous foncez dans le mur. Donc,
Cette question, elle est vraiment à poser à vos clients, à ceux qui viennent de devenir vos clients. Et là, vous leur demandez une chose toute bête. Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher d'acheter chez nous? Si vous leur posez cette question-là, déjà ils vont réfléchir et surtout ils vont vous faire part de tous les doutes qu'ils ont pu avoir. Parce qu'il ne faut pas se fourvoyer. Tous vos clients, ils ont à un moment hésité. Ils ont eu soit peur, soit ils ont vu des avis négatifs, soit ils ont vu des commentaires sur Internet qui étaient plus ou moins bons, soit ils ont vu des commentaires de marques concurrentes qui étaient excellents et donc ils ont hésité. En tout cas, il va falloir leur poser cette question-là. Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher d'acheter chez nous pour que ça vous donne le maximum d'insight? Et vraiment, cette question, elle fait la différence puisque déjà, elle oblige les gens à réfléchir et elle amène beaucoup de transparence. Et ça, c'est hyper important. Tout ce travail-là, il arrive à une conclusion que nous, on appelle un travail d'objection, contre-objection. Et là, l'objectif, il va être simple. Il va être de se dire, quelles sont toutes les objections que vos clients ont? On les liste, tout simplement. Et ensuite, quelles sont les contre-objections? Donc, quelles sont nos réponses à ces différentes questions? Une fois qu'on a fait tout ce travail de proposition de valeur face aux objections, on va derrière s'interroger, est-ce qu'aujourd'hui, le site web répond à ces objections? Oui, non. Si oui, est-ce qu'il y répond bien? Parce que de temps en temps, on peut y répondre. On peut par exemple avoir une FAQ où on y répond, mais on n'y répond pas de façon assez précise pour que le client puisse se dire « Ah oui, c'est suffisant comme réponse ». Donc on va vraiment s'interroger à ça. Et là, du coup, ça va nous donner évidemment un maximum d'informations pour se dire « Ok, j'ai 10 objections ». 3 sur lesquels je réponds bien, 2 sur lesquels je réponds de façon incomplète et 5 que je réponds pas du tout. Et ben là, vous allez déjà pouvoir, vous imaginer, améliorer votre site web pour répondre à l'ensemble de ces objections. Et je vous l'assure, c'est garantie de résultat direct, mais vraiment direct. Et surtout, la question, c'est de se dire où est-ce qu'on y répond. Est-ce que c'est sur les fiches produits? Est-ce que c'est sur les pages catégories, sur la home page? Peu importe, mais en tout cas, il va falloir trouver l'endroit pour y répondre. Et attention, il faut y répondre dans l'expérience client. Il faut pas juste se dire je rajoute une page introuvable sur laquelle je réponds à toutes ces questions. Non, non, non. Ça, c'est la pire erreur que je vois beaucoup trop souvent. Il faut vraiment se dire quelle est l'expérience type de mon client et où est-ce que ces réponses sont amenées dans son expérience. Et aussi au bon endroit. Parce que si vous les mettez trop tard dans le parcours, vous avez des chances de le perdre avant et donc qu'il ne voit jamais vos réponses et donc qu'il ne voit jamais ces contre-objection qui pourrait l'aider à convertir. Donc ça, c'est vraiment tout le travail de la partie qualitative. Je vais passer toute la partie Product Market Fit 2.0. Je ferai une vidéo exprès pour ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Elle va sortir bientôt, mais on vous expliquera pourquoi. Souvent, on a un bon taux de conversion au départ, et qu'à un moment, le taux de conversion, il chute. Et nous, souvent, on récupère les clients à cet endroit-là, au moment où ce taux de conversion chute, parce qu'ils sont en panique, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça fait partie de la vie d'une boîte. Mais bon, ça viendra dans la vidéo Product Market Fit 2.0. Je vais vous faire juste un petit exemple rapide d'un client qu'on a accompagné qui s'appelle Dépaneo. Son métier, c'est donc faire du dépannage d'urgence. Et en fait, ce qu'on a pu observer était hyper intéressant sur la data du site web ou de la landing page qu'ils avaient en ligne, c'est que les clients avaient envie d'une réaction, d'une urgence. L'urgence pour eux, c'était la capacité à réagir le plus rapidement possible. Donc, en moins de 40 minutes. Ça, c'était un point important qui était assez discret sur leur landing page actuelle. L'autre crainte, c'était de tomber sur des dépanneurs qui ne soient pas sérieux, qui soient des amateurs ou qui soient un peu voyous. Donc là, il a fallu rassurer sur la qualité des dépanneurs. Et puis surtout, le troisième objection phare, c'était en gros les prix changent dès que les dépanneurs arrivent sur place. On vous dit que c'est 50 € au téléphone, puis finalement ça devient 250, faut péter la porte, faut tout refaire, etc. Et c'est la catastrophe. Et donc là, nous, on a créé cette landing page que vous pouvez voir en miroir à tout ça, et en quelques semaines, on a eu plus de 24%, non pas juste de calls, parce que là, l'objectif de la landing page, c'était d'avoir des calls, mais on a eu plus de 24% de rendez-vous bookés et honorés. Donc c'est vraiment énorme, juste avec un travail de landing page, en ayant bien identifié les pain points du client et en y répondant de façon précise sur la home page. Donc, je ferai aussi peut-être une vidéo d'analyse plus poussée sur ces différentes landing pages, mais déjà, ça vous montre à quel point toute cette partie d'analyse est super importante. On a fait le travail d'analyse, on est à la fin de la phase 1, ensuite on va passer à la phase 2, qui va être du coup l'optimisation de l'ensemble du parcours client. Alors,
Comme son nom l'indique, l'objectif il va être d'augmenter le taux de conversion de chaque étape. Par exemple, quelqu'un qui arrive sur la homepage, comment on le fait arriver sur une page catégorie, d'une page catégorie, comment on le fait arriver sur une page produit, d'une page produit, comment on le fait arriver dans le funnel de conversion finale, sur chaque étape du funnel, comment on vient pour améliorer son expérience. L'objectif, elle est vraiment de créer la meilleure expérience possible, la plus fluide, en éliminant l'ensemble des freins à l'achat. Donc on a beaucoup de freins à l'achat qu'on aura pu observer dans la partie d'analyse de data. Et là, on va aller regarder plus en détail le site web pour voir comment ça se comporte. Donc nous, on a développé une sorte de template d'audit de site web qui va nous permettre en fait de rentrer sur chacune des pages et de regarder, sur les pages produits, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer. Ce template est évidemment évolutif parce que en gros, on référence 250, 300 points à peu près que l'on va venir tous se checker. Mais évidemment, chaque site a ses particularités. Donc, on va pouvoir finalement aller adapter cet audit à chaque fois. Mais ce qui est intéressant pour que nos clients puissent vraiment y voir plus clair, c'est que par exemple, on va y mettre des exemples. On va essayer de leur expliquer. Là, par exemple, je vais sur un exemple de les photos devraient permettre de tout voir. On explique pourquoi il faut tout voir. On explique les choses et puis surtout, on va mettre un exemple. Là, on a mis l'exemple de Nike sur une paire de Air Jordan. On le voit tout de suite. Il n'y a aucune partie de la chaussure qui n'est pas montrée. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que les clients, ils ne veulent pas de surprise sur les sites web. Ils veulent savoir exactement ce qu'ils achètent dans le moindre détail. Il faut imaginer qu'ils ne voient pas le produit en physique. Et donc, il faut que les informations leur donnent justement assez d'infos pour que ça soit comme s'ils l'avaient dans les mains et comme s'ils pouvaient le regarder avec leurs propres yeux. Donc hyper important de leur montrer tout ça. Donc là je vais pas rentrer dans l'ensemble des 250 points, ça serait évidemment beaucoup trop long et je ferai sûrement une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu tous les points que nous on regarde. Mais l'idée c'est de se dire comment on va venir analyser 100% du funnel de conversion, chacune des pages, et comment on va venir mettre toutes les optimisations dans une roadmap en se disant quelles sont les optimisations les plus prioritaires, celles qui vont avoir l'impact le plus fort, jusqu'aux optimisations les moins prioritaires, qui sont des petits ajouts. Et évidemment, il y a la priorité, elle est aussi corrélée au temps de mise en place. Si c'est des grandes priorités, mais qui prennent énormément de temps de mise en place, on va les déprioriser un tout petit peu. Si c'est des priorités un tout petit peu plus faibles, mais qui peuvent être mises en place très rapidement, alors on va les prioriser. Pourquoi? Tout simplement pour avoir le plus de résultats le plus vite possible et d'avoir une roadmap précise qui va nous permettre de mettre en place des optimisations directes et puis en backup de travailler sur les autres qui mettent un petit peu plus de temps. Donc ça, c'est super important. Là-dessus, on a écrit évidemment beaucoup de choses pour justement permettre à nos clients de comprendre aussi quels sont les objectifs de chacune des pages parce qu'elles ont des objectifs précis, les clients ont des attentes précises là-dessus et donc c'est hyper important. Évidemment, sur l'optimisation, on peut pas passer à côté de la vitesse du site web. Chez Boost Conversion, on a vraiment une offre autour de l'optimisation des sites web. Vous le voyez là, avec un de nos clients, on est passé de performance de 39 sur 100 sur PageSpeed à plus de 90. Là, ça change tout. On va gagner 3 à 4 secondes de chargement. Selon Google, 1 seconde, c'est à peu près 8% de conversion en plus ou en moins. Donc 4 secondes, ça fait plus de 30%. C'est énorme. Et donc ça va être super important. Là, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais on pourra encore faire une vidéo sur la vitesse des sites web, mais c'est super important d'avoir une note assez élevée, et surtout ce qui va être important, et c'est là où je vais vous donner 2-3 insights quand même, c'est les 3 choses sur lesquelles il faut bien regarder. Ça va être le first contentful paint, ça va être vraiment la première chose que les gens vont voir, le premier chargement que les gens vont voir. Plus il arrive vite, plus les gens savent que la page va charger. Ça va être super important. Quand le temps est beaucoup trop long, là les gens ils sont face à un écran blanc et ils risquent de se barrer pensant que il y a rien qui va arriver. Le deuxième, c'est le large content painful. Donc là, c'est pour que le client puisse voir toute la page. Ça, c'est pareil, hyper clé, parce que s'il scrolle vite et qu'il voit que la page n'a pas chargé, là, c'est dommage. Et puis, le total blocking time, ça va être le TBT, c'est le moment où le client a la capacité d'interagir avec votre page, le moment où il va pouvoir cliquer sur un bouton, etc. Donc ça, c'est 3 points qu'il faut absolument regarder et sur lesquels il faut être vraiment hyper vigilant pour offrir la meilleure expérience à votre client. Parce que si vous avez, et moi je le vois souvent, optimisé l'ensemble du parcours, des fiches produits géniales, etc., mais que vos clients, quand ils arrivent sur votre site, ils peuvent pas charger les pages, ils vont s'en aller, ils iront sur un site qui va beaucoup plus vite.
Évidemment, quand on a fait le travail sur la vitesse du site, il y a un autre travail qui est super important, c'est de regarder si le site se charge parfaitement sur les différents devices, que ce soit sur mobile, sur desktop, sur tablette et sur les différents navigateurs, que ce soit sur Chrome, sur Safari, Firefox, etc., etc. Pourquoi c'est hyper important? Parce que de temps en temps, vous pensez avoir optimisé votre site pour le desktop et finalement sur le mobile, il est pas très bien, il s'affiche pas très bien et vous allez avoir des performances qui sont vraiment très éloignées et où les navigateurs, vous allez très bien afficher sur Chrome et puis pas très bien sur Safari, alors qu'en fait, vous avez 25% de votre trafic qui vient sur Safari. Donc ça, c'est hyper important de regarder ça. Ça, vous pouvez le regarder dans GA4 directement. Vous avez dans les données technologiques toutes ces données-là et ça va être super important pour que vous puissiez vraiment déjà être sûr que votre site web a les bonnes fondations pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible à votre client. Pour finir sur cette partie-là, nous après on vient travailler toute la partie proposition de valeur et copywriting. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit, on a beaucoup de clients qui ont des sites qui sont bien, les photos qui sont bien, les arguments qui peuvent être à peu près bien, mais en fait, on comprend pas pourquoi il faut acheter chez eux, pourquoi ça va changer la vie du client et pourquoi le client il doit absolument passer à la caisse pour pouvoir presque changer de vie. Et ça va être notre métier de vraiment aller mettre le doigt là où le client attend qu'on soit. Et donc ça, c'est vraiment la conclusion de tout ce que l'on aura vu, de la data jusqu'à l'optimisation du site web pour se dire comment j'amène les bons arguments au bon moment, au bon endroit, avec les bons mots pour que le client il puisse se sentir concerné, il puisse se sentir vraiment compris et que quand il arrive sur votre site web, il a l'impression que c'est fait pour lui, quoi. Et ça, c'est vraiment super important. Nous, notre objectif, c'est que le client il se dise mais comment j'y ai pas pensé avant? Et c'est exactement là-dessus que l'on vient travailler. Donc voilà, ça c'était la phase 2, l'optimisation de l'ensemble du parcours client, pas à pas, aussi bien technique, avec la vitesse, l'accessibilité, que plus émotionnel, avec le travail sur la proposition de valeur, sur le travail sur le copywriting, pour vraiment projeter le client dans l'utilisation du produit. Donc là, on a vu toute la partie vraiment optimisation du site, compréhension de la donnée, optimisation du site. Là, on vient rentrer dans la phase 3, qui est la mise en place des tests. Pourquoi? Parce que l'optimisation de la conversion, il y a plein de choses que l'on sait, mais il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Mais surtout, il y a plein de choses dont on ne peut pas être sûr des résultats. Moi, j'ai fait des tests de temps en temps sur 2 sites différents, même de produits des fois d'univers assez similaires, et on se rend compte que les résultats sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les attentes des clients vont être un petit peu différentes. Ils vont avoir des attentes différentes sur certains arguments, ils vont avoir des attentes différentes sur une découvrabilité de produit, mais en tout cas, les tests d'un site ne peuvent pas être dupliqués sur l'autre avec les mêmes résultats. Donc là, ce qui est important, ça va être de mettre en place une stratégie d'optimisation par le test. Les tests peuvent avoir 2 visages. Ça peut être des A/B tests. Donc les A/B tests, comme son nom l'indique, c'est des tests A et B. On va envoyer par exemple 50% du trafic sur la version A qui serait la version actuelle du site et 50% sur la version B qui serait une version donc retravaillée avec des éléments que l'on va pouvoir changer. Ça peut être du copywriting, ça peut être de la structure de page, ça peut être de l'ordre par exemple de photos, ça peut être sur une page catégorie d'ajouter ou de supprimer des filtres, d'ajouter ou de supprimer des badges, d'ajouter ou de supprimer les avis clients. Enfin peu importe, ça va être vraiment de se dire tiens, comment je peux améliorer l'expérience par rapport à ce que j'ai compris de mon client au départ. Il a besoin d'être plus rassuré. Ok, je mets des avis clients. Est-ce que ça va permettre de mieux optimiser la page? Et donc, on envoie 50% du trafic sur chacune de ces pages et on voit le résultat au bout d'un certain temps. Je pourrais faire aussi une vidéo sur le temps qu'il faut pour un A/B test, mais au minimum, il faut 14 jours, parce que si vous le lancez un lundi et que vous faites que 7 jours, vous allez avoir une semaine qui peut être incomplète. Donc, on dit toujours au minimum 14 jours pour avoir vraiment des résultats importants. Et puis après, ça va dépendre. C'est pour ça que je pourrais faire une vidéo que là-dessus, mais ça va dépendre du taux de conversion observé. Si vous avez, par exemple, une différence entre A et B de 5% de taux de conversion, ça va être très faible. Et donc, pour être sûr que la version B soit vraiment bonne, il va falloir beaucoup plus de trafic. Et donc, selon votre trafic, il va falloir plus de temps. Si entre la version A et B, vous voyez tout de suite une différence de 45% de taux de conversion valable
valable sur les 15 jours, autant vous dire que le test il est quasiment fiable à 100% parce que la version A pourra jamais remonter la version B. Donc ça va être vraiment ça, de minimiser le risque d'une mauvaise interprétation aussi, parce que ça peut être le cas, et de temps en temps je vois des sites qui ont une mauvaise interprétation, qui mettent en place des montagnes de travail parce qu'ils ont une mauvaise interprétation, et à la fin ça n'apporte rien. Je vous donne un exemple, on a eu le cas avec un client qui faisait des A/B tests par lui-même, il avait remarqué dans ses analyses data que les gens qui regardaient les vidéos sur ses fiches produits étaient plus susceptibles d'acheter. Donc il s'est mis en tête de faire des vidéos pour toutes les fiches produits, ça lui a coûté beaucoup d'argent, il les a mis en ligne et ça n'a rien rapporté. Et là il s'est dit mais comment ça se fait que l'observation ne s'est pas vérifiée par le test? Et en fait c'était tout bête, c'est que les gens qui regardaient les vidéos étaient ceux qui comptaient acheter. Et donc en fait, ça ne permettait pas de convertir plus de gens qui étaient indécis, mais c'était juste un passage entre guillemets obligé pour ceux qui allaient acheter quoi qu'il se passe. Donc en fait, vous voyez, les tests vont nous permettre ça, vont nous permettre de pouvoir tester, de pouvoir aussi adresser le test sur des segments particuliers de clients. Mais donc, pour réussir à faire tous ces tests, ce qui va être hyper important, ça va être vraiment de créer ce que nous on appelle un arbre d'opportunités et de solutions. On va se poser la question de quel est le résultat attendu de notre phase de test. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Là, ça peut être vraiment la data pure, un OKR, en se disant, bah tiens, je veux augmenter de 20% mon taux de conversion. Ok. Quelles sont les différentes opportunités que j'ai pu observer dans mes analyses, que ce soit data, que ce soit sur l'optimisation du site, et derrière, quelles sont toutes les solutions qui peuvent répondre à cette opportunité. Et à l'intérieur de cette solution, quels sont les tests que l'on va pouvoir faire. Et en fait, ça va vous donner vraiment un arbre de décision qui va vous permettre en fait de savoir quand un test répond à une problématique, si en fait cette problématique était importante. Nous, on aime toujours dire qu'un test, c'est un problème client. S'il n'y a pas de problème en face, c'est pas un bon test. Avant même le test, selon le résultat qu'il y aura sur ce test, vous devez être capable de savoir précisément la conclusion qu'amène ce test. Vous devez donc avoir le problème et la conclusion avant même de faire ce test. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas capable au départ d'avoir la conclusion attendue, alors vous allez faire n'importe quelle interprétation. Donc vous devez vous dire, ok, si je mets plus d'étoiles, je grossis les étoiles d'avis, je mets plus d'avis sur mes fiches produits, c'est parce que mon client avait un problème de rassurance, il n'était pas sûr qu'on soit une marque de confiance. Et donc, la conclusion, c'est que si jamais ça booste de 15% le taux de conversion, ça veut dire que le site n'était pas assez rassurant et donc on va pouvoir travailler là-dessus. Donc ça va être super important pour que vous puissiez pas juste faire des tests au fur et à mesure, tiens, je change la couleur du bouton, je grossis tel ou tel truc et à la fin vous savez pas pourquoi. Quand vous faites un changement de copywriting, pareil, si vous changez votre copywriting, quel problème résout le nouveau copywriting et du coup, quelle conclusion on peut tirer sur les attentes du client par rapport à ce copywriting. Donc ça va être super important. Et donc, il va falloir vraiment créer toute la roadmap de test pour pouvoir vous dire, bon, ça peut être sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, peu importe, selon aussi les volumes de trafic que vous avez, votre roadmap de test va prendre plus ou moins de temps parce que il y a certains clients, nous on a des clients par exemple qui vont dépenser 200 000 € par mois d'acquisition, donc les tests vont aller beaucoup plus vite que si vous en dépensez 5 000 parce que vous allez avoir plus de trafic. Donc bon, ça c'est pas très grave, ça va dépendre de votre business et de l'état de votre site web, mais ce qui va être important, c'est vraiment de créer cette roadmap, de pouvoir vous dire quels sont les tests les plus prioritaires pour pouvoir aller au fond de tout ça. Donc nous, on utilise le framework tout simple PIE qui est pour potentiel, importance et facilité. Vous mettez une 10 pour l'ensemble de ces 3 critères. Quel est le potentiel de croissance de chiffre d'affaires que ça peut m'apporter? S'il a un gros potentiel, vous mettez une note de 10. S'il a un petit potentiel, vous mettez une note entre 1 et 5. Pareil pour l'importance qu'il peut avoir et pareil pour la facilité de mise en place. Vous additionnez les 3 notes et vous voyez en fait ça va vous donner une grille en fait d'interprétation sur l'ensemble de ces tests. Sur l'écriture de l'hypothèse, je vous l'ai dit, il faut que ça réponde à un problème précis pour que ça puisse être vraiment important. Mais bon, je pourrais revenir là-dessus sur une vidéo spéciale A/B test rapidement. On a aussi, alors là on a mis 20 idées d'A/B test par page. Nous, on a référencé
quasiment 200 idées d'A/B test selon les biais psychologiques des clients. Super intéressant en fait de se dire tiens, est-ce qu'on vient plutôt jouer sur ses émotions, est-ce qu'on vient plutôt jouer sur un côté rationnel, est-ce qu'on vient plutôt sur telle émotion ou sur telle autre. Ça va être super clé pour vraiment savoir en fait ce que les gens viennent rechercher. Vous voyez, de temps en temps là j'ai un exemple sous les yeux, on va plutôt jouer sur la peur de perdre que sur le gain potentiel, parce que selon les univers ça peut être plus intéressant. D'autres, on va plutôt dire tiens, le produit a permis de sauver tant de kilos de CO2 quand c'est un produit écolo, et d'autres, on va plutôt dire il a évité de gâcher telle ressource. Et donc, vous voyez, là, on va pouvoir jouer vraiment sur ce rapport perte-gain. Donc ça, c'est des tests que l'on va pouvoir faire au fur et à mesure. Comme je vous le disais, la partie de testing, il y a deux choses. Il y a les A/B tests, donc qu'on vient de voir, et il y a les landing pages. Les landing pages, c'est principalement donc des pages d'atterrissage qui viennent après de l'acquisition. On peut voir de temps en temps des landing pages sur des sites web, mais très régulièrement, ces pages viennent en rapport à de l'acquisition, que ce soit sur Google Ads, sur Meta, sur YouTube, peu importe, mais c'est en réponse à une ads. Donc là, l'objectif, il va être quoi ? Il va être de créer différentes landing pages, donc encore une fois d'avoir une vraie stratégie avec une vraie roadmap, donc de créer différentes landing pages, encore une fois qui répondent à un problème, et qui sont en lien direct avec les ads que vous avez. Il faut que le client il ait cette sensation finalement de continuité. Il faut qu'il retrouve les mêmes éléments graphiques, il faut qu'il retrouve les mêmes arguments pour que quand il arrive sur cette landing page, il puisse se sentir entre guillemets chez lui. La landing page, elle peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être des landing pages très produits, que l'on voit majoritairement. Ça peut être des landing pages qu'on appelle d'advertorial, où là, on vient jouer un petit peu sur le côté, on vous informe de quelque chose. Par exemple, on travaille avec une marque de thé matcha. Pourquoi 60 000 personnes en France ont choisi de remplacer le café par le thé matcha ? Donc là, il n'y a pas spécialement de rapport à la marque au départ. On explique, on peut mettre des témoignages, on peut raconter des choses. Et puis, au bout d'un moment, on vient parler de la marque qui a un super thé matcha avec des avis de clients qui trouvent que depuis qu'ils ont remplacé le café par le thé matcha, ils se sentent mieux dans leur peau, ils ont moins de problèmes, de dents, de stress, etc. Et là, on va pouvoir vendre le produit. Donc ça va être des structures de pages qui sont différentes et qui vont vraiment permettre de répondre à des problématiques clients. Ce que nous, on adore faire aussi, un petit peu comme dans le travail que je vous ai montré tout à l'heure sur l'arbre de décision, là, c'est plutôt sur le mapping du parcours client, en se disant, quel est mon ads d'acquisition ? Sur quelle landing page je vais l'envoyer ? Quels sont les A/B tests que je peux faire sur cette landing page ? Parce que là, je vous disais, par exemple, pourquoi 60 000 Français ont choisi de changer du café au thé matcha ? On pourrait aussi tester d'autres arguments, d'autres structures de page, etc. Donc ça va être important. En se disant, si jamais il achète, est-ce qu'on l'envoie sur une landing page produit pur ? Est-ce qu'on l'envoie sur la fiche produit ? Si jamais il ne décide pas de cliquer, quel ads de retargeting on va pouvoir lui faire, etc., jusqu'à la conversion finale. Alors nous, on le travaille un petit peu moins, mais tous les mails d'abandon de panier pour savoir comment je le fais retourner finalement sur ma page pour qu'il se rapproche le plus possible de la conversion. Donc ça va être important. Donc définir le style, le type de landing page. Nous on a référencé plus de 20 styles de landing page que vous pouvez retrouver par exemple sur mon LinkedIn. J'ai fait un post là-dessus. Je pourrais vous le mettre aussi en commentaire. Et ensuite on va s'interroger sur comment créer une landing page parfaite. Pareil, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc je vais pas faire durer cette vidéo 3 heures parce que là ça pourrait être vraiment beaucoup trop long. Mais en gros, il y a des structures qui sont assez intéressantes. Que vous soyez des sites B2C, B2B, peu importe, avec une structure en 10 étapes. Évidemment, il y a des étapes qui peuvent être ajoutées, qui peuvent être enlevées, mais ça vous donne une bonne structure de à quoi pourrait ressembler une bonne landing page. Voilà un petit peu toute la phase finalement de test. Ces phases de test, elles peuvent durer... logiquement, elles ne s'arrêtent jamais. Elles peuvent durer, ça peut pas durer moins de 3 mois parce que moins de 3 mois, on ne peut pas avoir de vrais résultats. Surtout, on peut pas faire un test, une landing page, ça veut rien dire, c'est un coup de bol. Ça nous arrive des fois d'avoir des bons résultats sur le premier test, mais c'est pas garanti. Et donc, si on vendait un seul test, une seule landing page, le client il pourrait être déçu en se disant votre truc ça marche pas, alors qu'en fait c'est de l'itération. Nous on a besoin de tester des choses, tester des messages, tester des propositions de valeur, tester des structures des pages, tester des photos, tester des arguments pour que vraiment les clients puissent se projeter au maximum.
Donc voilà un petit peu l'ensemble de notre parcours. On vient le terminer évidemment parce que on essaye d'avoir l'approche la plus complète possible pour nos clients. Donc on vient le terminer avec tout un travail sur le blog. On a souvent des clients qui ont des gros trafics SEO via le blog et qui convertissent très mal. Donc là on vient essayer de créer un pont entre les deux, faire en sorte de revoir un petit peu les structures des pages pour qu'elles soient plus vendeuses, en se disant on touche pas au contenu pour pas que ça influence sur le SEO, mais par contre on vient faire en sorte de rajouter des éléments pour que le client il ait plus envie de désirer le produit plutôt que de juste lire un article de journal entre guillemets. Évidemment, on vient aussi travailler sur toute la partie captation d'emails, par exemple avec des pop-up, par exemple avec des ressources premium selon les sites. Ça va être super important parce que de temps en temps, on va pas réussir à convertir directement le client du jour au lendemain. Il vient sur votre site pour la première fois, il va peut-être pas acheter. Par contre, on va peut-être pouvoir avoir une micro-conversion, qui est de récupérer son numéro de téléphone, son adresse email, peu importe, un contact qui va nous permettre de le retargeter sans avoir spécialement à payer, repayer et à compter sur l'algorithme de Meta. Donc ça va être super important. Aussi, on va faire tout un travail de récupération des paniers abandonnés. Donc là, justement, avec un travail d'emailing, en se disant, tiens, comment je peux récupérer le maximum de paniers abandonnés, peut-être en proposition, en faisant des parcours très branding, en faisant des offres, en faisant des propositions personnalisées, etc. Donc on va venir tester pas mal de petites choses. Et puis sur certains clients aussi, aujourd'hui on essaye d'implémenter de l'IA sur les sites web, que ce soit des IA de structure, par exemple, d'automatisation, de présentation des produits sur les pages catégories selon des critères qu'aurait trouvé l'IA, que ce soit sur de l'optimisation, justement, des paniers abandonnés en se disant, tiens, selon les produits, selon les structures, selon les pages qu'il ait vues, peut-être qu'on peut aller affiner les arguments par rapport à tout ça. Donc on vient poser le maximum de questions pour se dire, tiens, comment l'IA aujourd'hui peut faciliter le travail de nos clients, soit en leur faisant économiser des coûts, soit en leur rapportant plus d'argent. Fin des fins, ça fait la même chose, ça fait plus de profit. Donc c'est ça qui est important. La partie acquisition pure que pourrait faire une agence aujourd'hui d'acquisition type Kudak par exemple, qui vient vraiment travailler sur les canaux Facebook, Google, etc. Alors ça on le fait pas. On travaille justement avec les agences de nos clients pour essayer d'optimiser les performances dessus, mais c'est vrai que c'est pas encore une offre que l'on internalise. Je pense qu'on l'internalisera pas tout de suite non plus, parce que c'est d'autres compétences et qu'aujourd'hui on a tellement à faire sur les sites web que ça peut être super clé. Donc voilà un petit peu le parcours que l'on peut avoir sur nos différents clients. Alors j'aurais pu rentrer dans le détail de plein de choses, la vidéo aurait pu durer 8 heures minimum, mais bon, je pense qu'elle est déjà assez longue, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Sachez que, évidemment, tout ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez retrouver énormément d'informations sur mon LinkedIn, sur notre site web boostconversion.fr. On met énormément de ressources à disposition de nos clients et de tout le monde. Toutes les ressources sont gratuites, donc n'hésitez pas à aller les chercher. Vous pouvez évidemment mettre en place ce processus seul. Attention à pas faire trop d'erreurs, attention à ne pas vous démoraliser, attention à mettre les vrais moyens en face. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que une bonne stratégie d'optimisation, c'est entre 20 et 25% du budget que vous allez mettre en acquisition. Alors normalement, ça vient avant d'acquérir, mais on sait très bien que les clients préfèrent acquérir, les clients faire de la pub, faire venir des gens, faire des ventes et après se positionner sur l'optimisation de la conversion. Donc, pensez à ça. Si vous dépensez 10 000 euros par mois en acquisition, pensez à au moins avoir un budget de 2000, 2500 euros sur de l'optimisation de la conversion. C'est super important parce que ça peut avoir vraiment ces effets de levier. Vous améliorez vos performances de page produit de 10%, de page catégorie de 10%, et vos performances de vos ads, elles vont être améliorées de façon significative. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça seul. Vous pouvez aussi nous appeler, on peut vous accompagner pour mettre en place tous ces processus et faire en sorte que vous fassiez plus de profit, que vous réalisiez votre mission et qu'à la fin des fins, vos clients soient contents, soient fidèles. C'est que ça qu'on essaye de faire. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les différents réseaux, LinkedIn et à aller sur notre site web, à télécharger toutes nos ressources. À très bientôt. Ciao, ciao.